Ok, c'est parti, merci beaucoup. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maud Leroy et je suis étudiante à Sciences Po Rennes, donc dans le master de culture et industrie créative. Et donc, j'ai monté ce projet donc, avec l'association Pachamama, dont Julie et Romain vont vous parler, qui sont avec moi, vont vous parler à présent. Voilà, je leur laisse la parole. Ouais, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà d'être avec nous. Donc Pachamama, je vais reculer un petit peu. Pachamama, du coup, c'est l'association à l'IEP de Rennes qui s'occupe de promouvoir un peu la culture latino-américaine, donc au sein de l'IEP. C'est une association qui est traditionnellement reprise par des étudiants et étudiantes qui ont fait une mobilité en troisième année en Amérique du Sud. Donc moi, je suis avec Julie dans cette association-là depuis l'année dernière. Donc, on a organisé déjà quelques événements. On avait organisé un événement avec une chercheuse sur les théories décoloniales, un autre événement sur le Guatemala, centré sur le Guatemala, un autre au premier semestre de cette année sur la Cumbia digitale. Et donc ce semestre-ci, cet événement grâce à Maud autour de la Colombie et des Kogi. Donc voilà, on est ravis de pouvoir continuer à organiser tous ces événements au sein de l'IEP. Voilà à peu près pour la présentation de l'association. Ok. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous parler un peu maintenant du coup, de la jeunesse du projet, donc, qui est né en fait à mon retour en France après avoir passé 6 mois en Colombie dans le cadre d'un échange universitaire. Et donc, pendant ces 6 mois, j'ai eu la chance de voyager. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert donc, l'existence des Kogi, auquel je me suis beaucoup intéressée en particulier pour leur vision du monde qui m'était vraiment tout à fait nouvelle. C'était une vraie découverte et leur rapport aussi très différent à la nature qui existe dans nos sociétés occidentales. Et donc, en rentrant en France, j'ai eu l'idée de ce projet justement pour faire partager ce que j'avais pu ressentir en Colombie en découvrant justement l'existence des Kogi et de leur mode de vie. Et particulièrement dans notre établissement où c'est des thématiques, en tout cas des peuples autochtones qui sont en train d'être de plus en plus abordés, mais qui restent encore assez mineurs. Et donc, j'avais envie d'organiser un projet autour de ça. Et donc, c'est un projet qui s'est organisé grâce aussi à l'aide. Il y a des gens grâce à l'aide en tout cas de tout d'abord la bibliothèque de Sciences Po Rennes, on a organisé aussi une exposition de photographie d'Éric Julien, dont le vernissage a eu lieu hier, donc ça s'est très bien passé. C'est la bibliothèque qui a financé le projet. Et c'est aussi un projet qui s'est fait, bien sûr, avec Chen Dukua. Donc, j'ai été en contact avec Lise Fabreau qui a suivi le projet du début donc à la fin et qui nous a bien aidé à monter ça, que je remercie beaucoup pour son soutien. Et voilà, on a eu aussi donc, le soutien de la chaire Normandie pour la paix avec Émilie Gaillard qui va nous faire donc une présentation maintenant. Et voilà, je remercie bien sûr aussi Éric Julien pour sa venue et pour ce qu'il va partager avec nous ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude. Alors, comme je l'ai dit, je reste en retrait, mais je voulais vous féliciter, Maude, pour votre initiative, vous remercier pour cette belle présentation, pour votre investissement, pour organiser cette exposition qui va du coup être itinérante à la fois au campus de Rennes et au campus de Caen. Et merci Alice d'avoir fait le lien, puisque Éric Julien est déjà intervenu au premier semestre dans le cadre du cours que je dispense en deuxième année, le cours Mondialisation et droits de l'homme, sens et non-sens des droits de l'homme à l'ère de la mondialisation. Et pour vos camarades, ça a été une véritable découverte. Et grâce à vous, Maude, et à Pachamama, là, vous allez permettre à l'ensemble des promotions d'en bénéficier. Alors, juste pour le petit lien, c'est qu'avec Éric Julien et la chaire Normandie pour la paix, avec Lise, nous avons commencé aussi à faire un partenariat.
Et donc, c'était un beau moment de réunion ce soir. Juste pour vos camarades, il faut savoir que vous avez au campus de Caen un parcours de master que j'ai créé qui s'intitule Génération future et transition juridique, qui est justement en écho sur cette approche transgénérationnelle des droits de l'homme pour comment protéger la nature, comment protéger l'avenir, comment protéger l'intégrité du système Terre. Et tout ça, c'est vraiment la première promotion cette année. Et en marge, j'anime la chaire Normandie pour la paix, qui est une chaire de recherche CNRS, dans laquelle il y a une ligne spécifiquement dédiée aux peuples autochtones. Donc, comme l'a dit Maude, il n'y a pas beaucoup encore Leslie Claude le confirmera, mais il n'y a pas beaucoup de masters qui dispensent des cours sur les peuples autochtones et on risque de monter en puissance là-dessus. Et Leslie Claude, qui est également connectée, est intervenante dans le parcours GenFut à Caen et également la responsable de la ligne de recherche sur les peuples autochtones. Voilà, j'en ai déjà trop dit. On enregistre cette conférence. Vous pouvez tout de même mettre votre caméra pour qu'on puisse voir qui vous êtes, parce qu'on voit déjà que grâce à la caméra activée, certains ne sont pas étudiants ni étudiantes à Sciences Po Rennes, et on s'en réjouit d'autant plus parce que ça veut dire qu'on est en grande fête et en grande réunion tous ensemble. Donc, Maud, je vous redonne la parole. Je vous remercie beaucoup pour toute cette organisation. Et encore bravo. Merci beaucoup pour votre intervention et votre soutien également au projet. Maintenant, on va pouvoir passer donc, à la conférence. Donc, on a le plaisir ce soir de recevoir Éric Julien, qui est le spécialiste des Kogi en France et le fondateur de l'association Chendukua, fondée en 1997, si je ne me trompe pas, et qui œuvre donc qui est en contact très étroit avec les Kogi, qui œuvre en tout cas à faire connaître ce peuple en France auprès des citoyens et des citoyennes, et en particulier à faire passer leur message donc, de responsabilisation envers la nature, et qui œuvre aussi en Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, pour restituer donc, des terres aux Kogi. Voilà pour ça. Ensuite, ce temps d'échange, ce temps de conférence sera suivi d'un temps d'échange, donc vous pourrez poser les questions que vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci Maud, j'imagine que je prends la parole qui est déposée au milieu. Oui, c'est bien ça. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours impressionnant d'entendre la liste des choses qu'on fait, parce que ça veut dire que le temps a passé et qu'on a des cheveux blancs, et que généralement quand on fait toute une liste comme ça, c'est que le temps a passé. Il ne me reste plus que la médaille et je pourrais quitter cette planète. Et puis j'avais un grand dilemme de savoir s'il valait mieux que je mette des lunettes bleues ou des lunettes jaunes pour vous voir, lesquelles me vont le mieux. Faites-moi des trucs comme ça si c'est jaune, des trucs comme ça si c'est bleu. Je rigole. Ah, c'est mieux les bleus? Ouais, je vois des gens qui... C'est mieux les bleus, voilà. C'est à la fois une pointe d'humour et une manière de rentrer dans d'autres sujets, ce qui m'a toujours agréablement surpris chez ces Indiens, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les Kogi, c'est leur incroyable humour. Et malgré 5 siècles de barbarie, malgré des catastrophes qu'ils ont subies de notre part, ils continuent à nous appeler les petits frères, donc il y a une notion de fraternité. Ils continuent à vouloir essayer d'engager le dialogue avec nous, et surtout, alors qu'ils vivent des situations assez difficiles et catastrophiques, comme beaucoup de peuples dits autochtones, ils continuent à avoir du recul et de l'humour sur les situations. Et je crois que s'il y avait un premier enseignement que je garderais de ma rencontre avec eux, finalement, rien n'est dramatique pour peu qu'on le prenne avec le sourire, y compris ce qui peut apparaître le plus dramatique, puisque eux vivent des situations de violence assez terribles. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour démarrer. Et bravo encore une fois, Maud, et à toute l'équipe de cette belle initiative. C'est un super travail. Je suis ravi de retrouver Émilie, Lise, avec qui j'ai la chance de travailler, et d'autres noms que je connais, que je vois résonner sur ce petit écran. Alors, c'est amusant, Maud. Vous m'avez dit nous sommes contents d'accueillir, ou merci pour la venue d'Éric Julien. On finit par utiliser tellement ces petites machines qu'on a l'impression qu'on est vraiment ensemble, et que je suis venu jusqu'à vous à Caen, mais non, je suis à ma petite boîte à Vincennes, dans les bureaux de l'association. Est-ce que, je ne sais pas, Émilie, si c'est toi qui as la main sur d'éventuelles images, ou si c'est Maud qui peut me la donner pour que je m'en occupe tout de suite. Je te donne les droits tout de suite. Excuse-moi, je n'ai pas pensé. Il n'y a pas de souci. Pendant que tu me donnes les droits, comme tu dis, juste vous dire que
ça peut-être vous paraître curieux. Vous avez eu la gentillesse, Maud, de me présenter comme le spécialiste des Kogi en France, mais depuis 35 ans ou 40 ans que je chemine avec eux, je dois vous avouer que j'y comprends pas grand-chose à ce monde. La seule chose que je comprends, c'est qu'ils ne voient pas la même réalité comme nous. Ça, c'est assez évident. Après, je n'aurai pas l'audace et l'outrecuidance de vous affirmer des choses sur ce monde. Par contre, il y a une chose qui est assez claire, c'est que si tant est qu'on accepte le dialogue respectueux, évidemment, comme on peut qualifier ce qu'on appelle le vrai dialogue, avec ce genre de société humaine qui a les mêmes soucis que nous, hein, manger, se protéger, éduquer ses enfants, vivre en bonne santé, rêver un petit peu, faire la fête, faire la teuf, et espérer que les lendemains seront meilleurs que les aujourd'hui. Enfin, c'est des humains comme n'importe quel groupe humain qui ont exactement les mêmes questions que nous, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas choisi les mêmes voies pour y répondre. Et sans bien connaître tous les fondements de leur culture, malgré 35 ans de rencontres, je pense qu'un dialogue avec eux pourrait nous ouvrir des perspectives assez enthousiasmantes, je pense, sachant que la racine d'enthousiasme, c'est remettre Dieu dans la pensée, mais on va laisser Dieu de côté pour l'instant. On va remettre la vie dans nos pensées, dans nos actes. Donc, essayer de se parler pour donner vie ou naissance aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, un peu mortifère, et où on se rend compte que notre pensée moderne n'est plus opérative sur les enjeux de notre temps, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de répondre aux enjeux de notre temps. Ma foi, je trouve que c'est une, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais c'est une perspective qui peut valoir la peine d'être explorée. Donc, je ne peux que vous en être gré d'ouvrir cet échange. Rappelons-nous que dans les années 1900, ce qu'on appelait les Indiens étaient exposés à la Foire universelle de Paris, hein, comme des trucs un peu bizarres, qu'on venait de regarder le dimanche et le week-end avec les enfants, et qu'en 2022, peut-être qu'on engage le dialogue. Alors, le chemin est long, hein, parce que le peut-être est encore lourd de croyances, de non-pensées, c'est pas gagné, hein. Il suffit de regarder ce qui se passe au Brésil pour prendre l'actualité, où l'actuel président remet en cause les droits péniblement acquis de nombreuses communautés amérindiennes, pour voir que ce n'est pas gagné. Mais quand même, qui aurait pensé, malgré le fait qu'en en 1900, il n'y avait peut-être pas Internet, qu'on se serait retrouvé pour tenter un dialogue avec ces êtres humains, finalement, ces populations. Ce n'était pas gagné. Alors, si je vais essayer de vous partager quelques bricoles, option partagée, comment je fais? Il faut que j'aille dans écran partagé, c'est ça, hein? Poum, voilà. Normalement, tu vois l'écran apparaître, plusieurs petites images et tu as juste à sélectionner le bon écran. Je t'ai nommé co-animateur, donc normalement, tu as l'option. Alors, je suis peut-être vaguement spécialiste des Kogi, mais pas tout à fait spécialiste de Zoom. Mais ça va venir, je me perfectionne. Parfait. Un écran, mais là, on voit ton écran. Parfait. Il faut que tu remettes ton son, par contre, Eric. Eric, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas. Je vais regarder. C'est mieux comme ça? Ah, parfait. Voilà. Bon, on va essayer comme ça. Est-ce que les gens qui sont dans leur petite maison et les gens qui sont les étudiants qui sont, je crois, dans une salle, ont à peu près un son correct et une image qui vaut la peine d'être vue, ça va? Oui. Donc, on se fait un petit voyage. Je ne sais pas, Maud, quel est le temps qu'on se donne pour ce petit voyage. Maintenant, on vole en avion suprasonique. Donc, on peut aller à Bogota et dans la Sierra en une demi-heure et revenir en une demi-heure. C'est génial. Et donc, on va faire un petit tour. Alors, je ne sais pas comment je fais passer ce machin. Si, voilà. Dans cette montagne, donc c'est la plus haute montagne du monde en bordure de mer, pour vous la situer, hein. Et dans cette montagne, il y a ces Indiens archaïques, primitifs, comme on les a appelés, autochtones, sous-développés, ce que je vous disais, des humains. Là, on est à 4800 mètres d'altitude. On tournait un film pour Arte et c'était intéressant parce qu'il faisait très froid. Il faisait moins 10 la nuit, hein, et assez chaud le jour, mais moins 10 la nuit. Et un des caméramans d'Arte était tombé malade. Et donc, il avait dû avoir le mal des montagnes. Donc, il était parti se coucher pendant 2 jours et une nuit. Et ces gens qui n'ont pas grand-chose, pour qui une bouteille d'huile vaut beaucoup en altitude,
À un moment, le caméraman d'Arte est sorti de son sac de couchage, il est venu nous voir, il a dit « Ah, ça commence à aller mieux, j'ai faim ». La seule chose que j'ai traduit, c'est « Il va mieux, il a faim ». Et c'était très touchant de voir les gens rallumer un feu, aller chercher une bouteille d'huile, trouver 3 bricoles à manger. Et je crois que ce soir-là, ils lui ont préparé un steak frites, enfin, on peut essayer d'imaginer un steak frites, juste parce qu'ils imaginaient que ça lui ferait plaisir. Et je ne sais pas comment vous entendez cette petite anecdote, des humains qui n'ont rien, que dans notre classification, on va dire, on va les appeler pauvres, parce qu'ils n'ont pas de ressources économiques, et le peu qu'ils ont, ils le partagent. Donc, ce n'est pas les seuls, hein. On trouve ça j'avais trouvé ça à Bogota, dans certains bidonvilles de Bogota, où les gens qui n'avaient rien du tout le partageaient. Donc, ces gens-là, je les ai rencontrés, pour ceux qui ne le savent pas, en 1985, alors que j'avais eu un accident, un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, et je sortais de la même école que vous, Sciences Po Grenoble, un peu meilleur que Sciences Po Rennes, mais bon, on ne va pas chipoter. Donc, je plaisante. Donc, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose à l'autre en général et au monde autochtone en particulier. Et ayant eu un œdème pulmonaire en montagne, j'ai eu la chance que, encore une fois, ce qu'on appelle autochtone et primitif sauve la vie. Me soigne, me sauve la vie, et me recueille. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, à l'époque, je leur avais demandé qu'est-ce que je peux faire, messieurs les Kogi, dont le vrai nom est Kagba, qui veut dire l'essence spirituelle de la vie. Alors, il ne se désigne pas comme étant l'essence spirituelle de la vie, mais il pense que ce qui différencie peut-être l'humain des plantes et des animaux, c'est d'avoir accès à cette essence spirituelle. Donc, Kagaba, ça désigne non pas tant eux-mêmes que ceux qui auraient accès à cette dimension spirituelle. Il y a une phrase très, très jolie, je trouve, de Jean-Marie Gustave Leclésio, pour ceux qui le connaissent, qui a été prix Nobel de littérature et qui disait on ne devient pas indien, on ne naît pas indien, pardon, on le devient. Je pense qu'on pourrait transformer cette phrase en disant on ne naît pas Kogi, on le devient, parce qu'avant d'être Kogi, ce sont des humains, et tout être humain peut s'engager sur la voie d'une quête de spiritualité qui n'est pas forcément une coupe de chou. Donc, voilà, ces Indiens ou Kagaba qui m'ont sauvé la vie, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier à l'époque. Et ils m'avaient parlé de leur territoire, évidemment, qui était envahi par la guérilla, la mafia, les paramilitaires, les pilleurs de tombes, les exploitants de bois précieux, le tourisme, les routes, bref. On a souvent tendance à dire ils ont perdu 85% de leurs terres en 50 ans. En fait, la vraie phrase, ce serait nous leur avons pris 85% des terres en 40-50 ans. Donc, il me dit si tu veux vraiment nous aider et nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales, celles qu'on s'était volées depuis l'arrivée de Christophe Colomb. Donc, on a démarré ça en 1997 et aujourd'hui, petit bout par petit bout, hein, comme un puzzle qu'on recoue, un tissu qu'on recoue, on a racheté et restitué 2386 hectares de terre. Alors, ça paraît petit, c'est vrai, quand on regarde sur une carte, c'est assez ridicule. Mais quand on est avec les enfants, vous voyez en bas, avec les familles, et que les cours d'eau reviennent, que les perroquets reviennent, que les arbres poussent, ça génère une forêt tropicale d'abord. On ne peut pas l'appeler primaire, c'est une régénération. Mais surtout, ça régénère une forêt qui est pour moi essentielle, c'est la confiance. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont été bafoués, qui continuent à être bafoués, dont les droits ne sont absolument pas respectés, puisque la constitution colombienne de 1991, la nouvelle constitution, est la seule qui commence à reconnaître les droits des peuples autochtones en Colombie. Avant, ils n'avaient pas de droits, ils étaient considérés comme mineurs sous tutelle de l'Église. Donc voilà, avoir réussi à restaurer la confiance, la joie, et donc cette force inimaginable qui naît quand des humains convergent ensemble dans une même direction, pour moi, ça vaut presque autant que les terres. Bien sûr que les terres sont importantes, mais cette confiance, elle n'a pas de prix. Et pour vous compreniez ce qui se passe dans les vallées où on rachète ces terres, vous avez sous les yeux un petit miracle. C'est-à-dire que, évidemment, les terrasses que vous voyez n'ont pas été construites par les Kogi. Elles ont été construites par les ancêtres des Kogi, c'est-à-dire ceux qui vivaient là, sans doute il y a plus de 1500 ans, qui ont été obligés de fuir face à la violence. Et la violence, c'est quoi? C'est les narcotrafiquants, c'est les paramilitaires. C'était bizarrement une violence intéressante. Je dis bien bizarrement, parce que, évidemment, comme violence, elle n'est pas intéressante, mais elle était intéressante au sens où elle a protégé le territoire du tourisme et du développement économique. Donc, très paradoxalement, la violence a permis que ces cités enfouies sous la forêt ne soient pas trop abîmées et que lorsqu'on a racheté les terres et qu'on les a rendues aux Kogi, je pense que c'est une situation unique au monde où des héritiers
sans rupture historique depuis 4000 ans, peuvent réveiller les ruines de leurs ancêtres. Donc, on a sous les yeux une société collective qui a des agronomes extraordinaires, des astrophysiciens extraordinaires, des mathématiciens extraordinaires, toutes les compétences incroyables pour régénérer les sols et les territoires. Évidemment, la question qui se pose, et on va y apporter un élément de réponse, c'est ces connaissances extraordinaires qu'ils ont pour régénérer les territoires, pour soigner les territoires, seraient-elles applicables sur nos territoires modernes à nous? Et la réponse est oui, c'est ça qui est surprenant. Ils ont un savoir-faire qui damerait le pion à nos plus grands ingénieurs agronomes ou autres, ou spécialistes en biodiversité à l'INRA ou dans d'autres instituts de cette nature. Mais souvent, la difficulté, pas toujours, mais souvent la difficulté, c'est qu'on a du mal à imaginer que des gens pieds nus en pyjama puissent avoir une connaissance qui puisse être tout à fait mise en dialogue avec nos savoirs scientifiques. C'est bien évidemment nos croyances plus qu'autre chose qui nous empêche de nourrir ce dialogue. Alors, si je vous refais un tout petit peu d'histoire, en 1524 arrivent nos amis les Espagnols, c'est souvent des hommes, hein. Ils ont fait des traversées assez longues, ils ont faim, ils viennent chercher des richesses. Le premier qui a débarqué sur ces côtes-là, c'était un ancien notaire qui a acheté auprès de la reine de Castille le droit d'aller explorer les territoires du Nouveau Monde et de s'en enrichir. Donc, il débarque en 1524. Et si on regarde un petit peu qui débarque, ben, ce sont essentiellement des hommes, hein, à qui on disait en Espagne, en Castille, messieurs, soit vous restez en prison, soit vous allez explorer de l'autre côté de la mer. Donc, on n'a pas envoyé les plus beaux émissaires de l'espèce humaine, espagnole en particulier. Et puis, pour ceux qui commandaient, c'était du pouvoir héréditaire, hein, c'était des charges qui se transmettaient dans des familles de père en fils. Évidemment, c'était une grosse verticalité hiérarchique et c'était un pouvoir de contrôle, puisque c'est par le biais de la colonisation espagnole qu'est arrivé le cadastre étant le premier outil de la délimitation, du contrôle de l'appropriation et de la propriété. Et de l'autre côté, on avait, qui est désigné sur cette gravure par des espèces de gens tout nus qui ont l'air un peu apeurés sur le côté, on avait un pouvoir non héréditaire, le pouvoir n'est pas du tout héréditaire, et plutôt horizontal. Il n'y a pas de hiérarchie comme ça, c'est un pouvoir qui va changer. Là, on est en plein dans nos réflexions politiques. C'est un pouvoir qui va changer selon le besoin d'une situation. Donc, un jour, il y a un chef de guerre éventuellement pour résister aux Espagnols. Un autre jour, il y a un chef pour faire une cité de pierre. Un troisième, il y a une chef dans une autre discipline, parce que c'était des chefs hommes et femmes. Mais c'était des pouvoirs temporaires selon les besoins. Pour les Espagnols, c'était insupportable parce qu'ils avaient un jour un mec, un autre jour un autre mec, un troisième, une troisième personne. Donc, ils n'arrivaient pas à savoir avec qui on parle dans ce bazar. Et quand on lit les chroniques de l'époque, c'est assez rigolo parce qu'ils disent, c'est quoi excusez-moi, je n'ai pas un terme vulgaire, mais c'est quoi ce bazar, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est pas organisé, on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà, j'ai poussé le train et on disait que c'est un pouvoir plus féminin, qui est plus dans l'écoute, dans le dialogue et dans le partage, et plus en recherche d'équilibre. Évidemment, cette réconciliation depuis 1524, qui est nécessaire pour que nos sociétés trouvent un futur acceptable, elle ne s'est jamais faite. On continue à être dans un pouvoir héréditaire, vertical, masculin, de contrôle. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui a vécu, si vous vous en souvenez, la volonté de notre président de la République, Nicolas Sarkozy, d'installer son fils, Jean, à la tête de l'EHPAD à la Défense. Donc, on voit bien que les velléités de pouvoir héréditaire ne sont pas complètement effacées. Ça avait fait un scandale à l'époque. Voilà, donc cette non-rencontre démarre pour les Kogi en 1524. Et ce qui est intéressant, c'est que les Kogi ont résisté, enfin les Kagaba, ou plus exactement les Tairona, les ancêtres des Kogi, ont résisté au moins un siècle à l'arrivée des conquistadors. Je vous passe les horreurs, elles sont épouvantables. Il suffit d'aller relire les textes des jésuites qui souvent témoignaient de ce qui s'est passé à cette époque. Elles sont assez épouvantables. Donc, au bout d'un siècle, les héritiers des Kogi, les Tairona, ont choisi de se replier. Ils ont quitté la côte, quitté la mer, où ils étaient plutôt pêcheurs. Ils vivaient entre 0 mètre d'altitude et 200-300 mètres. Et se sont repliés à 1500 mètres, où ils ont recréé leur cité de pierre. Donc, c'est un formidable exemple de résilience. Ils restent Kogi, ils restent Kagaba, mais ils changent complètement de rapport au territoire, complètement de métier quelque part, complètement de rapport au monde. Donc, à une époque où nous sommes confrontés à une impérative nécessité de résilience, cette transformation de nos modes de fonctionnement, je trouvais le clin d'œil et l'exemple intéressant, et ce d'autant plus que, évidemment, on ne les a pas laissés tranquilles. À 1500 mètres d'altitude, il y a eu une deuxième vague d'invasion de pilleurs de tombes
qui a démarré fin du 19e, début du 20e, et on a encore été les délogés dans leur cité. Donc, ils sont remontés encore d'un cran, ils sont devenus, on va dire, agriculteurs de montagne. Donc, deuxième abandon de la forêt tropicale humide et leur connaissance pour survivre dans cette forêt, et monter en altitude, où c'est encore une résilience pour apprendre à vivre en zone de montagne froide, où ils vivent actuellement, et où vous l'avez vu, il peut faire -10 la nuit. Donc, deux exemples de résilience qu'on se demande, mais pétard, comment ont-ils réussi ça? Comment ont-ils réussi à rester dans leur identité, dans leur choix de vie, alors que les boutoirs de la modernité n'ont pas arrêté et continuent aujourd'hui depuis 1524? Allez, les petits éléments de clin d'œil qu'on peut regarder pour nourrir la réflexion. À plusieurs reprises, les Kogis sont venus en France, on les avait invités pour faire des conférences et pour porter directement leurs paroles, en évitant de la déformer. Et simplement, quand ils regardent la ville, nous vivons à 85% en ville, ils se demandent juste, mais vraiment comme quelqu'un avec plein de gentillesse se demande pour quelqu'un qu'il aime bien, ça va, vous n'êtes pas malade en ville? Ça se passe bien pour vous? Et on ne se rend pas compte de l'impact de la ville. On s'en rend compte quand on en sort. Des fois, quand on en sort, on retrouve la lumière du soleil, la luminosité du soleil. La nuit, on va retrouver les étoiles, on va retrouver les odeurs. Voilà. Quand on sort de la ville, on se rend compte à quel point la ville nous coupe de la nature. Et un autre petit point qui avait été rigolo, c'est que quand ils étaient arrivés à Paris ce jour-là pour ce voyage, je vous avais demandé est-ce qu'on peut rencontrer des sages chez vous? Alors ça avait été très intéressant parce que je n'avais pas pensé à cette question. J'ai eu un petit moment où j'ai cherché, mon Dieu, où va-t-on trouver des sages? Il y en a forcément, mais où sont-ils? On en a finalement trouvé qui habitaient derrière Chambéry. Il y a dans le domaine scientifique ou dans le domaine religieux, on a trouvé des humains qui acceptaient le dialogue. Et donc, on a pris le TGV jusqu'à Lyon et arrivé à Lyon, on a pris des voitures pour aller à Chambéry. Et donc, il y a une autoroute fait Lyon-Chambéry. Et il y a des tunnels. Et alors, sur cette autoroute, les Kogis étaient assis derrière nous dans la voiture. On s'approche du tunnel. Et au moment de rentrer, je sens une crispation, une gêne des Kogis de rentrer dans un trou comme ça, dans la terre. Et à la sortie du tunnel, l'un des deux me demande avec une petite voix, mais finalement, pourquoi vous faites des trous dans la terre comme ça? Je crois me souvenir que je lui ai répondu que c'était pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour éviter de faire le tour. Et là, la réponse, qui est la question clé à laquelle nous ne répondons plus ou mal aujourd'hui, c'est mais jusqu'où voulez-vous aller plus vite? D'ailleurs, c'est en fait, il nous renvoyait la question du sens. Et la question du sens, sans faire de parti pris politique aujourd'hui, elle n'existe plus. Quand vous écoutez les discours de nos différents candidats, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de possible ouvert, il n'y a pas d'horizon élargi. Or, tout groupe humain, pour se projeter, pour valoriser ses savoirs, son histoire et ses compétences, pour se mettre en route, a besoin d'un horizon. Donc finalement, les Kogis nous rappelaient ou nous réinterrogeaient ce jour-là sur quels sont ces horizons et vers lesquels vous souhaitez aller et pourquoi vous y projetez-vous avec tant de précipitation. On n'a pas répondu. Hein. Et puis la dernière petit clin d'œil que je peux vous partager, on descendait ce jour-là, ils étaient venus pour une exposition à Arles de photos, un peu en résonance de celle qui doit être exposée chez vous. Local. J'entends des gens qui causent. Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient parce que j'ai supprimé tous les micros. Sauf un Michel, peut-être, non? Alors, je vais regarder qui c'est parce que je ne vois pas. Pardon. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que pour les autres, ça me permet de faire une pause? Le débit n'est pas trop rapide, les propos sont clairs. Ça va, mon chéri. Tout va bien? Pour Tout ce va petit bien. voyage, nous Oui, partons très bien, donc. Merci, merci Maud. Nous partons donc dans cette station-service. Retrouver nos Kogis qui allaient à une exposition photo à Arles. Tout le monde fait la même chose. Hein. C'était au mois d'août 2017 ou 2018, je ne sais plus. Donc tout le monde s'arrête, aller aux toilettes, prendre un thé ou se dégoûter les jambes. Et ce que je trouve fascinant dans cette photo, c'est qu'il y en a un monsieur, on peut imaginer qu'il est peut-être grand-père, je ne sais pas, qui est rayé, hein, noir et bleu, qui regarde un autre monsieur qui est rayé rouge, blanc et noir. Ils sont rayés tous les deux, ils sont arrêtés pour la même chose. Et pourtant, dans le regard de ce monsieur, il y a de la stupéfaction. Il y a quelque chose de l'étonnement et de la stupéfaction. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Et ça paraît anodin, mais de mon point de vue, c'est ce genre d'information qui peut sauver le monde. Pourquoi ça peut sauver le monde? Parce que
tant qu'on est étonné par l'autre, on retient son préjugé et peut-être que l'étonnement est la base de la découverte et du dialogue. Dès qu'on n'est plus étonné, dès qu'on sait, dès qu'on juge, il n'y a plus de dialogue possible. Donc finalement, ce monsieur exprimait « Oh là là, c'est quoi ce truc ?» Et tant qu'on se pose la question « C'est quoi ce truc ?» qu'on a la curiosité de l'étonnement, alors en termes mental, conceptuel, imaginaire et rénovation de notre pensée, tout est imaginable. Et je pense que le premier rôle, c'est bizarre de dire ça pour ces sociétés, de ces Indiens, c'est de nous éviter de nous enfermer dans nos croyances mortifères. Or, elles sont mortifères, encore une fois, parce qu'elles ne permettent plus de nous saisir du réel. Et on regardera à la fin de ma petite intervention quelles sont les pensées qui sont en cours actuellement et pourquoi elles sont mortifères. Alors, le dialogue, il peut s'ouvrir sur quoi? Il peut s'ouvrir sur plein de choses avec ces gens-là. Je vous l'évoquais tout à l'heure, un Kogi, un Français, un étudiant de sciences politiques ou un chef d'entreprise, ils ont les mêmes questions, hein. Globalement, c'est comment faire ensemble pour converger dans la même direction et se faire plaisir en étant efficace. Globalement, c'est à peu près la même question. Et elle est vraie pour un Kogi, elle est vraie aujourd'hui, elle était vraie hier. Je pense que quelqu'un qui vivait au XVIe siècle dans une autre logique, quand il essayait de travailler avec des gens, c'était comment faire en sorte que les gens travaillent ensemble dans la même direction. Moi, j'y rajoute, si possible, avec un zeste de plaisir, parce que ce n'est pas évident. Donc, la question reste la même. Et c'est comment se mettre en mouvement, ou comment faire mettre les acteurs en mouvement. Là où c'est rigolo, c'est que les réponses à tout ce que vous voyez ensemble vont varier. Et les réponses qu'ils proposent, que les Kogi proposent, sont pour moi éminemment modernes, éminemment porteuses d'espoir. Alors, on ne les regardera pas toutes, hein, parce que ça nous ferait 3 jours de discours. On va regarder une ou deux simplement. Mais je pense qu'on aurait à puiser dans leurs réponses et on va aller regarder pourquoi. Des sources d'inspiration extraordinaires pour répondre à des questions, encore une fois, qui sont les mêmes pour n'importe quelle société. N'importe qui doit décider, individuellement ou collectivement. N'importe qui doit piloter un projet. N'importe qui a des questions d'éducation et de transmission, etc., etc., etc. Et si on ne fait pas ça, si on ne se pose pas la question de comment mettre une dynamique de mouvement, eh bien, on se trouve à tirer des projets, à tirer des gens, à tirer des équipes, à tirer une nation, à essayer de tirer l'énergie par compensation, parce qu'il n'y a plus d'énergie dans le corps social, il n'y a plus d'énergie auprès des étudiants, il n'y a plus d'énergie auprès des acteurs de l'entreprise. Alors, encore une fois, je n'ai pas pris tous les exemples, parce que ce serait trop long, j'en ai pris juste 2, comme ça, en illustration. Le premier, c'est la vision, la mission, le sens. Finalement, Maud, quand vous vous levez le matin, à quoi vous servez? Pourquoi vous travaillez? Certes, pour avoir un diplôme, j'imagine, et pour préparer un parcours de vie, je vous le souhaite. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous êtes là pour répondre à des fonctions, faire un parcours professionnel pour gagner votre vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de transcendant qui porte du sens au-delà simplement de répondre aux exigences ou aux injonctions d'une société moderne? Donc, qu'est-ce qui pourrait donner du sens au collectif ou à votre parcours de vie? Alors, j'ai été poser cette question aux Kogi en leur demandant finalement pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui, au-delà de manger, boire, voilà, de chasser, de pêcher, de faire toutes les activités fonctionnelles que doit faire un groupe social, qu'est-ce qui a du sens chez vous? J'ai trouvé deux réponses. La première réponse de raison d'être, c'est soigner la terre. Voilà des gens qui, dans leur agenda, et là on voit bien que c'est compliqué, accordent du temps pour s'occuper de la terre. Alors, généralement, quand on dit ça et qu'on demande aux gens de regarder dans leur agenda où est-ce qu'ils ont du temps pour ça, pour s'occuper de la mère terre, de Pachamama, appelez-la comme vous voulez, on n'en a pas du tout. Non seulement on n'en a pas du tout, puis surtout on ne voit pas ce qu'il faudrait faire. Et puis voilà. Donc on se rend compte qu'on ne s'occupe pas du vivant sous nos pieds, comme si c'était une évidence. Il est là, on marche dessus. On mange ses productions dans un supermarché aseptisé. Mais on ne sait plus du tout, on ne consacre plus du tout de temps, ni même d'attention à cette vie qui est autour de nous et d'où nous venons. Alors, pour que vous compreniez ce que ça veut dire soigner la terre pour eux, l'image que vous avez sous les yeux, n'importe qui aurait pu la faire avec un bon appareil photo. On est à 4500 mètres au cœur de la Sierra. Voilà la même image vue par les Kogi. Chikwakala, ça désigne toutes les trames de vie qui structurent un territoire. Alors, par exemple, les lignes jaunes, bleues ou rouges que vous voyez, on peut dire que les lignes jaunes, ça va être les failles géologiques par lesquelles peuvent passer des énergies magnétiques simplement, hein, des choses comme ça, des champs magnétiques. Les trames bleues, ça va être les cours d'eau, souterrains ou de surface, qui vont véhiculer des minéraux et une foule d'informations
selon que le cours d'eau est rapide, stagnant, il s'élargit, il se raccourcit. Le cours d'eau n'est pas un objet. Avant d'être un objet, le cours d'eau est une fonction. Et la fonction essentielle du cours d'eau, c'est de transporter de l'information d'un point à un autre et de métamorphoser cette information, puisque le cours d'eau arrive à la mer, il y a évaporation, il y a nuage, il y a précipitation, il y a retour au point de départ. Donc c'est un cycle, et c'est un cycle qui est mis en parallèle avec le cycle féminin des femmes, auquel je ne rentrerai pas en détail, mais il y a un travail chamanique qui est fait très puissant entre le cycle de l'eau sur la montagne et le cycle des femmes, puisque l'eau a une dimension éminemment féminine. Donc vous voyez que sur un dessin comme celui-ci, il y a des points de croisement, d'intersection entre toutes ces trames. Alors, je ne vous les ai pas toutes données, hein, il y a les animaux, enfin, il y a plein de... ce que la géobiologie aussi commence à identifier dans nos contrées. Au carrefour de toutes ces trames, il va y avoir ce que les... Ah pardon, oui, je ne vous ai pas dit que ce parallèle, il est évidemment fait par les Kogi entre le territoire et le corps humain. Nous ne voyons pas les veines qui sillonnent et irriguent le cerveau d'Émilie, mais pourtant j'espère pour toi qu'elles sont là. Nous ne voyons pas les poumons et l'air qui circulent dans nos poumons, mais pourtant heureusement que c'est là. Et nous ne voyons pas l'influx nerveux qui irrigue notre corps, sauf si nous nous mettions le doigt sur une pointe de couteau, sur une bougie, on verrait bien qu'il y a un système nerveux. Et pour ceux qui sont adeptes de la médecine dite chinoise, nous ne voyons pas non plus les influx énergétiques, et pourtant ils sont là. Donc on voit bien que dans l'esprit des Kogi, ce qui se passe dans le corps humain se passe exactement à l'identique dans ce qu'ils appellent le corps territorial, qui ne devient plus un objet, une espèce de matière première qu'on peut exploiter à loisir sans se rendre compte de ce que c'est, mais qui devient un sujet. Et du coup, là, on rentre dans des champs politiques tout à fait intéressants. Comment intégrer ce genre de sujet dans un monde politique qui a exclu ce sujet et qui grandit et qui croît en se servant comme dans les rayons d'un supermarché. Et donc, voilà, sur une première raison d'être, soigner la Terre et soigner les points d'acupuncture, entre guillemets, qu'on peut trouver sur ces intersections de trames. Et la deuxième raison d'être, qu'on oublie tout le temps, qu'on apprend quasiment dans aucune école, ça pourrait être de répondre à cette phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Comment peut-on prétendre avoir la moindre idée et connaître la nature extérieure, ce qui se passe à l'extérieur de nous, autour de nous, si on ne fait jamais le travail et si on ne consacre pas un peu de temps à connaître sa propre nature intérieure? Qu'est-ce qui déclenche des émotions chez moi? Pourquoi, quand il y a telle et telle situation, je deviens un vrai abruti, et ça arrive à tout le monde, vous pouvez sourire, mais on a tous des réactions et des comportements où les autres vous regardent en vous disant « mais ça ne va pas la tête ». Finalement, quel est ce cheval fou qui nous habite, qui nous fait nous précipiter dans l'abîme ou vers l'abîme, sans s'arrêter 30 secondes pour s'interroger, pour savoir si nous ne sommes pas nous-mêmes acteurs de cette précipitation vers un abîme. On est quand même dans cette époque où c'est la 6e extinction de masse et on entend de plus en plus de rapports alarmistes et pourtant, à part à la marge, comme des interventions comme celles que vous organisez avec toi, Émilie, ou les étudiants, on voit bien que ça reste marginal par rapport aux enjeux. Donc voilà leur deuxième mission ou raison d'être. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes, sous-entendu. Apprends à te connaître, toi, à apprivoiser tes émotions, tes croyances, tes impensés. Et généralement, quand on ne sait pas trop quels sont ces impensés, si vous avez envie de les connaître, il y a une méthode très simple. Vous prenez vos meilleurs amis, vos 3-4 meilleurs amis, vous les appelez, vous leur dites est-ce que tu as 5 minutes à me consacrer? Alors, comme c'est vos amis, ils vont vous dire bah oui, je t'en prie. Est-ce que je peux te poser une question? Bah, avec plaisir, pour une question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses vraiment de moi? Alors là, vous devriez entendre un truc du genre tu veux vraiment que je te le dise? Vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que si vous en avez l'audace, parce qu'il faut un peu d'audace, l'autre peut vous dire ce que vous ne savez pas de vous, ou l'autre peut éclairer vos impensés ou vos biais neurologiques que vous ne voyez même pas fonctionner. Après, la question qui se pose, c'est a-t-on vraiment envie de savoir ce que l'on ne sait pas de soi? Mais si on ne fait pas le chemin volontairement, généralement, c'est la vie qui se charge de venir nous frapper au carreau, toc, 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 toc. Si tu ne te mets pas au boulot rapidement, moi, la vie, je vais t'expliquer que tu as un petit travail à faire. Donc, je ne sais pas comment vous entendez ces sauvages archaïques qui se sont mis comme mission, soigner la terre, faire la paix et au final, arrêter de déclarer la guerre à la terre. Parce que notre enjeu majeur, c'est cette violence, cette incroyable
destruction vis-à-vis de la terre et du vivant. Pourquoi et comment refaire la paix avec la vie, donc avec nous-mêmes quelque part. Donc on en arrive finalement à essayer de mettre le doigt sur, et là je vous laisserai 2-3 minutes pour réfléchir peut-être, puisqu'on a affaire à des étudiants d'Institut d'études politiques. Alors on s'est mis d'accord avec Émilie que selon vos réponses, coefficient 4, ça jouerait pour vos examens de cette année. Quelle est finalement, d'après vous, la différence fondamentale entre nos sociétés modernes et les sociétés dites primitives, autochtones ou archaïques ou racines? Et si tant est qu'on mette le doigt sur cette différence, d'après vous, en quoi nous concerne-t-elle aujourd'hui? Tout le monde a le droit de jouer, hein. Je vous laisse une petite minute pour réfléchir. Et si vous avez des propositions, remettez votre micro et dites-moi, dites-nous. Respect de la nature, laisse les plantes, faire venir pas. Martine a l'air dubitative, Samuel réfléchit, Rachel, je ne sais pas, sourit. Il ne faut pas hésiter à lever le pouce, que je puisse aussi autoriser certains à reprendre la parole, parce que j'ai dû couper des micros tout à l'heure. Alors, à votre avis, la question est affichée, hein. Il y a Rachel qui souhaite parler. Rachel. Pour la première question, je dirais que les peuples autochtones ou voilà, ces sociétés qui sont restées en lien avec la terre, elles incluent différentes dimensions de l'être. On est dans la société moderne très dans l'intellect et beaucoup dans le mental, et on a oublié le senti, le fait d'habiter son corps, en fait de percevoir le monde et aussi de le connaître autrement que par la pensée. Moi, c'est ça qui m'apparaît. Super, merci. Ce n'est pas forcément la réponse que je cherchais, mais elle est super, effectivement. Si vous avez des neveux, filleuls, enfants, peu importe, qui vont au collège, demandez-leur de vous expliquer comment ils passent leur journée. Ils passent généralement assis sur une chaise, leur journée de 8 heures du matin à 4 ou 5 heures du soir, sans bouger, avec des sonneries assez stressantes que vous ne supporteriez pas une journée, qui marquent le rythme, sur des sujets quasiment, alors même, je ne veux pas jeter l'eau du bain, etc. Il y a plein d'enseignants qui essaient de faire au mieux, mais sur des sujets qui sont quand même… Je relisais, moi j'ai un fils qui a 14 ans, je relisais ses cours d'histoire, géographie, machin, bidule français. C'est mental, et on les épuise, alors qu'à 14 ans, ils ont un corps qui se transforme, ils ont une énergie incroyable. Il y a un truc qui ne va pas dans le système éducatif. Donc, en général, et puis même dans l'entreprise, quand on est devant des heures et des heures devant son écran, même une formation, effectivement, le corps n'est plus sollicité ou pas beaucoup. Le symbole, qui est une voie d'enseignement, n'est pas beaucoup sollicité. Et la troisième voie d'enseignement qui n'est pas non plus sollicitée, c'est la qualité du lien, c'est-à-dire les valeurs. Si on disait aux enfants, hey, les pépitos et les pépitas, à l'entrée de votre collège, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, eh ben, on va regarder ce que ça veut dire dans le collège. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire d'avoir des relations fraternelles? Donc, merci pour la remarque. Effectivement, les Kogi intègrent beaucoup plus ces trois autres dimensions, corps, symbole et relation. Mais ce n'est pas la réponse que je cherchais. Pas de bras, pas de chocolat, pas de dessert. Donc, Martine, j'ai vu une main qui se lève. Moi, ce que je trouve le plus fort, c'est qu'ils n'ont pas perdu le lien au vivant, d'une manière générale, vivant dans leur corps, mais vivant à l'extérieur. Et nous, c'est ce qu'on a retrouvé fondamentalement dans nos vies. Voilà, quand on parle des villes, effectivement, il n'y a plus grand-chose de vivant au milieu des villes. Moi, je vis à la campagne, donc et je sais que c'est ce que j'ai. Je pourrais pas retourner en ville, ce serait juste impossible pour moi. C'est porteur d'eau. Si je retourne en ville, je meurs. Attention à tous ceux qui vous écoutent qui sont en ville. Oui, je sais. Je sais. Mais on se rapproche. Merci, parce qu'on se rapproche de quelque chose de tout à fait intéressant. Et si on essaie d'aller un petit peu au-delà du lien au vivant, Ça va. Après, je vous proposerai une réponse, mais au-delà de leur lien au vivant, ça a quelles conséquences extrêmement pragmatiques? Parce qu'effectivement, ils ont gardé un lien au vivant à ses cycles, à ses rythmes. Mais du coup, ça a une conséquence immédiate et très pragmatique et qui concerne au premier chef des étudiants de sciences politiques.
Bon, on va continuer à réfléchir. En fait, il faut regarder dans le chat parce qu'en fait, par moment, il y a des gens qui parlent, donc je dois couper les micros. Alors, il y a Bruno Lévesque qui dit que c'est une question. Non, c'est Sophie 2Z qui parle de question d'énergie. Bruno Lévesque de tout est vivant chez eux, nous nous bétonnons. Eva répond la façon de comprendre le monde. Corinne répond nous avons peur de la vie naturelle sauvage, nous voulons la maîtriser pour éviter l'imprévu. Donc, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai besoin de pouces levés qui s'affichent. Voilà. Merci, Émilie, parce que moi, je n'arrive pas à voir l'affichage des messages, donc tu me fais la traduction. C'est super. Tout ce que vous dites est très juste, mais c'est une très belle expression de notre manière très abstraite d'aborder ce genre de questionnement. Eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Et en fait, la différence, c'est la loi. C'est-à-dire… J'étais en train d'écouter une émission de BFM. Là. Ah, il y en a deux qui commentent nos propos. Mais je ne sais pas qui parle. Je ne sais pas, ça met un peu d'ambiance, c'est bien. Je vais changer de lunettes, tiens, pour changer un peu les… Mais non, mais tous les micros sont coupés. Il y a Jean, Marie-Jeanne, Véronique. Donc, la grande différence, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'image que vous avez sous les yeux, on voit des députés ou des sénateurs, peu importe, qui sont les personnes que nous avons, a priori, que le peuple, hein, les citoyens ont choisi pour les représenter dans des assemblées nationales ou sénatoriales pour élaborer la loi qui est censée s'appliquer au plus grand nombre. Alors, on peut discuter, ça marche bien, etc. En tout cas, quand un système est à peu près démocratique, c'est ce principe-là qui est en jeu. Et donc, ce sont des hommes, plus souvent des hommes que des femmes, qui élaborent des lois qui vont régir un corps social et qui les changent quand ça les arrange en fonction de tendances politiques ou d'aléas économiques qui ne sont pas toujours très explicites. Et quand ils le sont, ils sont un peu embêtants. Par exemple, quand on décide de prolonger l'introduction d'entrants chimiques dans les champs de betteraves, on sait très bien que ça nuit au sol et que c'est catastrophique sur un plan sanitaire, mais la loi qui va être votée va préserver la filière économique. Donc, on a même la capacité à voter des lois qui vont contre la vie, ce qui est assez génial. Et ça n'a pas l'air de poser trop de difficultés, et on a plein d'exemples. De l'autre côté, ce n'est pas ça du tout. De l'autre côté, c'est quels sont les principes, mais concrets, qui vont permettre à la fois à un être humain, un être vivant, une plante et un territoire d'être vivant. Et autant pour le système de loi des hommes fait par les hommes pour les hommes qui changent quand ça les arrange, on dépense une énergie folle pour la faire respecter, police, armée, avocats, juges, tribunaux, etc. Autant pour les principes qui fondent la vie, qui sont ceux-là sans lesquels vous-même seriez mort, eh bien, non seulement on les ignore, mais en plus, parfois, comme on les ignore, on a des comportements qui vont à l'encontre de ces principes. Donc, en fait, on a affaire à deux systèmes opposés d'élaboration du système judiciaire ou de la loi. Ça va, cette différence? Elle est claire? Je veux bien un petit pouce qui se lève, Samuel, Valérie ou quelqu'un d'autre, si le truc est clair. Karine, j'ai vu un doigt qui se levait, ça voulait dire oui, c'est clair? Allez, ça roule. Et donc, c'est notre grand drame. Hein. En vivant en ville, nous avons perdu une petite lettre. L'homme est EST la nature, ou l'homme est la nature, donc avec cette différenciation. Alors que dans ces sociétés, en règle générale, le référentiel loi, c'est les principes de vivant, et ce sont ces principes qui vont s'exprimer sur le territoire, qui vont servir de référentiel pour organiser le corps social. On ne peut pas vivre contre les lois de la nature, on ne peut vivre qu'en harmonie avec les lois de la nature. Et les Kogi ont un mot que j'ai découvert assez tardivement, ça vous fera peut-être sourire, qui est le nom de l'association, en fait, pour désigner les conséquences d'une non-vie en harmonie avec la nature. Ça s'appelle Shendukwa, c'est le nom de notre association. Et en fait, quand on ne vit plus en harmonie avec la nature, nous créons des tensions qui sont à l'origine de tous les dysfonctionnements des différents corps sociaux ou même des corps géographiques. Par exemple, dans une organisation, quand il n'y a plus de fluidité et qu'on ne respecte plus ces principes du vivant, eh bien, on va créer des tensions, des conflits, des dysfonctionnements divers et variés. Dans un territoire, des glissements de terrain, des problèmes géographiques de toute nature, des dérèglements climatiques. Et dans une personne, évidemment, la maladie.
En fait, on retrouve les mêmes principes que dans la médecine chinoise ou dans les pratiques d'arts martiaux. Comment, en respectant des principes de vie, faire circuler l'énergie et éviter que cette énergie ne se bloque à certains endroits au rythme du déséquilibre et de la maladie, avec une approche fractale, c'est-à-dire que c'est les mêmes conséquences pour le corps humain, le territoire et évidemment les organisations, les entreprises ou les collectivités locales. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je suis en train de vous dire? Merci. J'ai quelques petits hochements du bonnet qui me laissent imaginer que ça va pour vous. Et je terminerai pour ne pas aller trop loin et pour laisser du temps à vos questions par 3-4 images qui évoquent la chose suivante. Un paradigme, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est un système de croyance. C'est une grille de lecture au nom de laquelle nous allons agir. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu la presse, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, nous avons 5 grands paradigmes en vigueur, parfois des combinaisons de l'un ou de l'autre, qui guident nos modes de fonctionnement. Le premier paradigme, il a été largement illustré par ce qu'on a appelé le plan de relance, les 11 milliards débloqués l'Union européenne pour relancer la croissance, et notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'enchante d'une croissance qui a l'air plutôt intéressante pour 2021, c'est-à-dire qu'on ne change rien au modèle et au système de pensée dont on sait qu'il nous emmène dans une direction qui n'est pas terrible. Voilà. Il y a beaucoup de courants politiques qui sont là-dedans actuellement, on le trouve dans beaucoup de discours. Et on trouve même ça, c'est très intéressant, on trouve ça dans des éditoriaux de journaux qui sont tellement... là aussi, ce n'est pas pour critiquer tous les journalistes, mais qui ont tellement de mal à envisager qu'un autre paradigme puisse exister, qu'ils deviennent totalement irrationnels pour critiquer le moindre discours qui viendrait interroger ce premier paradigme. Voilà. Si on passe à un deuxième paradigme, on passe au vert. C'est le problème des élus écologistes aujourd'hui en France, que ce soit à Lyon, Poitiers, Grenoble, je ne sais plus quelle ville, où ils ont pris le pouvoir et la responsabilité du pouvoir dans ces grandes métropoles. Il y a 2 choses qu'il faut savoir quand on est maire dans une ville comme ça. La première, c'est que les budgets affectés sont énormes et les budgets sur lesquels on peut faire un choix politique sont très réduits. Souvent, quand vous devenez maire dans une ville, il y a déjà des engagements financiers qui ont été pris par vos prédécesseurs et vous ne pouvez pas tout arrêter. Donc, la marge budgétaire sur laquelle vous allez vraiment pouvoir faire un choix politique, elle est assez réduite finalement, une fois que vous avez enlevé toutes les charges qui sont déjà engagées ou tous les remboursements de dettes ou que sais-je encore. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quelle est la marge de manœuvre politique dans le champ écologique? Si on regarde de manière objective, rallonger les lignes de tramway, ok. Enlever les pubs dans les rues de la ville, pourquoi pas. Simplement, il faudra trouver comment on va compenser la perte budgétaire, mais d'accord. Mieux isoler les maisons, ouais, très bien. Tenter de mettre du bio dans les cantines, quand on voit la tentative de la ville de Lyon qui a voulu faire un essai sur une ville d'enlever de la viande, ça a été un tollé général. Mettre des pistes cyclables. Est-ce que vous pensez sincèrement, même avec toute la bonne foi du monde, que l'un de ces champs d'action va changer la face du monde? On va mieux vivre, ça va être plus propre, un peu plus respectueux de la nature dans ces villes-là, mais ça ne changera fondamentalement pas la difficulté. Et souvent, sans vous dire qui, j'ai en ce moment quelques contacts avec des maires de ces villes-là qui se demandent « so what ?» Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois qu'on a nettoyé le système classique, qu'on l'a rendu un peu plus propre et un peu plus économe, ce n'est pas la réponse, on le sait bien. Après, vous avez un troisième paradigme qui est caricaturalement représenté par les gens qui vont faire un tour dans l'espace, comme certains partent en week-end, ou d'autres, Bertrand Piccard, entre autres, qui a parlé des 1000 solutions technologiques pour sauver le monde. C'est des gens qui sont dans cette croyance, qui est une forme de religion, de dire la science va résoudre les problèmes. Au fur et à mesure où on avance, la science trouvera les réponses aux problèmes que nous générons. En vous disant ça, je ne rejette aucun des paradigmes, je vous laisse juste les grandes cartographies de ce qui anime les discours des uns et des autres. Et après, vous avez 2 autres paradigmes qui sont un peu cousin-cousine. Il y en a un, c'est la collapsologie, qui est finalement une reprise d'un terme popularisé par Schumpeter, un économiste, qui parlait de destruction créatrice. On ne peut créer du nouveau qu'en passant par la destruction. Ouais, ok, je veux bien, alors ça va être compliqué.
on va vivre des moments un peu compliqués. La destruction créatrice. Et le dernier paradigme, c'est la décroissance. C'est un paradigme intéressant, c'est-à-dire consommer moins, être plus économe. Voilà, on voit bien ce que convoque la décroissance. Simplement pour vendre ça à des nouvelles générations, pour donner envie de se mettre en route, pour créer de l'enthousiasme et créer un horizon d'espoir. C'est pas facile, hein. C'est pas très facile à vendre, même si j'entends le paradigme. Aucun de ces paradigmes ne remet en question la grille de lecture qui les sous-tend. Tous ces paradigmes ne sont que des aménagements de l'existant. Écroulement, peinture verte, technologie ou accélérateur. Et je vous mets au défi de me trouver un autre paradigme. Il n'y en a pas dans la société moderne actuelle. Et ça va peut-être vous faire sourire parce que au moment où je vous parle, je n'ai que des visages féminins sous les yeux. Pour moi, le paradigme, c'est une réconciliation du masculin et du féminin. On parle bien de la mère Terre, on ne parle pas du père Terre. Après, c'est plutôt le père Soleil. On parle bien de la mère Terre. Pourquoi le féminin est-il bafoué, massacré, non respecté? Simplement pour, à mon avis, deux raisons. D'abord parce qu'il fait peur. Et pourquoi il fait peur? Parce que le féminin, et le féminin peut être porté par des hommes, porte l'émergence, porte le renouveau. Et l'émergence, par nature, ce n'est pas contrôlable. Et à partir du moment où l'émergence n'est pas contrôlable, et ben ça, c'est très désagréable. Je vous rappelle les conquistadors qui arrivent sur la côte espagnole, ils n'étaient que l'avant-garde de la modernité. Ils ont avant tout apporté le contrôle. Donc, quand je vous disais la réconciliation ne s'est pas faite, la société du contrôle que nous incarnons, de couper en petits morceaux pour contrôler, n'est toujours pas réconciliée avec ces sociétés dites autochtones qui, pour moi, portent une dimension beaucoup plus féminine. Il est peut-être temps de le faire pour inventer ce que moi j'appelle un sixième paradigme, en passant par cette petite phrase d'Einstein, on ne résout pas les problèmes engendrés avec les modes de pensée qui les ont eux-mêmes engendrés. C'est pour ça que je vous disais, les 5 paradigmes d'avant ne peuvent pas du tout nous aider à résoudre les problèmes. Celui sur lequel on travaille, on l'a appelé aujourd'hui Nature Society, c'est refaire alliance avec la nature. Et le vivant est porteur d'une dimension qu'on bafoue à longueur de journée, c'est la force de l'advenir. Et l'advenir porte l'espoir. L'advenir porte le renouveau. Et le vivant, ça va vous paraître bizarre, mais parce que c'est très dur à entendre pour les politiciens et les hommes, souvent plus les hommes que les femmes d'entreprise. Le vivant, ça passe par le vide. Le vide, c'est un espace où nous ne savons pas et nous n'avons pas encore les réponses. Mais comme il est vide, il va permettre qu'émergent de nouvelles réponses. Mais ça, c'est totalement effrayant dans une société du contrôle. C'est totalement effrayant. Mais comme la nature fonctionne comme ça, elle vient frapper à nos portes pour réclamer ça. Donc, on va assister à des tensions qui vont se multiplier, on l'a bien vu, quelles que soient les formes que ça peut prendre, entre le besoin d'expression du renouveau que porte la société civile et les jeunes, et cette espèce de monde de contrôle que nous avons mis en œuvre et qui a été amplifié par la crise sanitaire. Voilà, on peut se demander qui va gagner, à votre avis, entre les énergies de la nature et l'advenir et celle des humains. Je vous laisse choisir. Je me suis amusé à faire un petit travail pour essayer d'identifier ces principes, et c'est peut-être avec ça que je terminerai. On ne va pas les détailler tous, ce serait trop long. Mais vous allez voir que c'est d'une simplicité assez enfantine. Enfin, en tout cas, ce n'est pas si complexe que ça pour moi de les réintégrer dans une société moderne. Il faut juste s'en donner le temps et les moyens. C'est un travail qui a été fait au croisement de 3 champs, on va dire. La rencontre et la connaissance des peuples premiers qui vivent sur la base de ces principes du vivant. Mais c'est des principes qu'on retrouve dans d'autres traditions. Le Tao, évidemment, l'hindouisme, le soufisme. Un monsieur qui s'appelait René Guénon, qui a écrit beaucoup sur le soufisme et l'hindouisme, a écrit un livre en 1924 qui parlait de continuum entre les traditions. Donc, une fois qu'on a un peu été au-delà de la langue ou de la culture, on retrouve les principes que je vais vous évoquer à peu près dans toutes les traditions. Donc, ces principes, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une société qui les recontacte arrive plutôt dans une époque de paix et de progrès. On peut prendre l'exemple de l'an 1000 en Andalousie. Alors, je n'étais pas là pour vérifier, mais ce qu'on peut en lire sur les textes,
vous aviez des chrétiens, des musulmans, des orthodoxes, des juifs qui, semble-t-il, fonctionnaient plutôt en bonne harmonie, non seulement au niveau de la gouvernance, puisque il y a eu de nombreux ministres des Affaires étrangères de ce califat musulman qui était orthodoxe. Vous imaginez, c'est-à-dire que le calife envoyait des ambassadeurs orthodoxes négocier avec les autres royaumes ou les autres empires. Donc, c'était aux plus hautes instances du pouvoir. Et semble-t-il, ce qui est le plus important, c'est que dans la rue et dans les échoppes, semble-t-il, encore une fois, ces différentes obédiences, on va dire ça comme ça, semblaient cohabiter en bonne intelligence. Donc, ça veut dire que ça existait dans l'histoire. Et puis, quand on perd le contact avec ces principes, eh ben, on revient vers la barbarie et le diabolos. Et si vous vous en souvenez peut-être, la racine du mot diabolos, c'est la division. Donc, là aussi, je pourrais vous demander, finalement, comme nous sommes tous vivants, vous avez la gentillesse de m'écouter, vous respirez, j'imagine, ben, je vous le souhaite. Vous faites de l'inspire et de l'expire. Je vous souhaite aussi d'avoir un cœur qui bat quelque part en haut à gauche, parce que s'il battait plus, ce serait embêtant. Je vous souhaite à un moment ou à un autre d'aller prendre grand plaisir à aller aux toilettes, parce que c'est quand même un grand moment de délivrance. Je dis ça en rigolant, parce que les Kogi appellent ça le gouvernement, c'est-à-dire que selon la production du jour, eh ben, ça permet de savoir si tout se passe bien dans le tube digestif et si vous êtes en bonne santé. Voilà, donc, ils disent comme ça, quand ils vont aux toilettes, nous allons au gouvernement. On va voir comment ça se passe. Donc, est-ce que vous auriez comme ça, sans prendre trop de temps, une ou deux idées d'un des principes fondateurs de vie? Si on se reconnecte à ces principes, sans doute pourrait-on faire ce chemin de ce sixième paradigme pour nous, pour nos vies personnelles, pour nos territoires, pour nos organisations et quelque part pour renouveler un système politique qui aujourd'hui est exsangue. Pareil, Leslie, si tu as des réponses qui surgissent, je veux bien que tu me les évoques. Ah, j'ai mis la réponse trop vite. Non, 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 non. Pardon, non, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Eric. J'attends les réponses. Je suis en pleine réflexion. C'est très, très riche. Alors, merci. Je vois une question de Bruno Lévesque. Les Kogi, comme les lamas tibétains, ont-ils des experts des bruits du corps? Cher Bruno, ça va plus loin que ça. Les Kogi, et je pense aussi comme les lamas, ont des experts des bruits, qu'ils soient du corps ou du territoire. Et quand ils sont venus dans la Drôme faire un diagnostic de santé territoriale, on les avait invités pour croiser le diagnostic de 3 chamans Kogi avec le diagnostic de 20 scientifiques dans la Drôme. Le premier sens qu'ils ont utilisé pour diagnostiquer le territoire de la Drôme, qu'ils ne connaissaient évidemment pas, ça a été l'écoute. Exact. Ouais. Alors, ces principes du vivant, vous avez une idée? Je vais faire le syndrome du prof d'anglais qui choisit un élève dans la classe en disant « Allez, qui se lance? Brigitte ». Non, je rigole. Bon, allez, on n'a plus beaucoup de temps, je vous les propose. Ouais. Ah, pardon. Moi, j'allais te dire observer, l'observation de ce qui nous entoure. Il faut effectivement pour en déduire les règles. Il faut déjà, pour aller trouver les règles et identifier les principes, réveiller notre capacité d'attention et d'observation. Je suis d'accord. Attention intérieure. Maud, est-ce que vous auriez une idée? Quels sont ces... Et vous les portez en vous, vous ne seriez pas là, vous ne pourriez pas sourire, vous n'auriez pas un regard délicieux. Voilà. Moi, je dirais le lien avec autrui. Eh ben, s'il n'y a pas de vivance, il n'y a pas de lien. Évidemment, il n'y a pas de vivance, il n'y a pas de relation. Ça nous emmène dans une dimension physiologique, par exemple, qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose est un phénomène de suicide cellulaire. Une cellule va se suicider si elle n'a plus d'informations de son système d'appartenance sur son usage et sa fonction. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je parle bien de cellules. Une cellule va se suicider, phénomène d'apoptose, si elle n'a plus d'informations, si elle ne reçoit plus d'informations sur son utilité dans le système. Transposer ça à une grande organisation qui en son temps s'appelait Orange, sans jeter la pierre à son dirigeant, parce que j'aurais peut-être fait la même chose si j'avais fait le même parcours que lui. Ben, c'était 26 suicides en 2006, 29 en 2009, 39 en 2009. Et c'était une politique pour se séparer de 12 500 collaborateurs. Et ça s'appelait la politique de la mise au placard, c'est-à-dire qu'on supprimait les ordinateurs, on supprimait tout le sens du boulot. Et ça a créé des désespérances. Évidemment, vous n'avez plus d'usage sur ce à quoi vous servez, vous maltraitez, pour ne pas dire, vous supprimez la relation, ça crée des désastres. Donc oui, bravo Maud, vous avez droit à une deuxième réponse. La relation, ça appelle les valeurs. Hein. C'est de quelles valeurs un corps social souhaiterait-il se doter
pour résoudre la mutation, par exemple. Comment refaire vivre des valeurs entre nous, ces fameuses valeurs, entre autres, liberté, égalité, fraternité, qu'on parfois malmène. Il y a une petite phrase d'Hannah Arendt qui dit les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Comme on pourrait se dire, faut-il attendre que le vent se lève vraiment fort pour commencer à réexplorer la relation et les valeurs. Voilà, je vous ai laissé du temps de réfléchir pour les 8 autres principes, sachant que si vous ne les trouvez pas, vous êtes privé de dîner. Bon, allez, je vous les donne. Si la machine veut bien marcher. Le premier principe, c'est le sens. On dit souvent que le sens guérit, parce que le sens permet à l'altérité de converger dans une même direction. Alors, quel est ce sens? On peut appeler ça une vision, une étoile, un horizon. Comment le construit-on? Est-ce qu'il répond aux attentes ou aux énergies des différents acteurs qui vont être concernés? Comment on va permettre aux différentes altérités de converger dans cette direction? Pour un corps humain, le sens, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire comment garder l'équilibre pour éviter la maladie. Donc, pour ça, les différents organes, foie, rein, poumon, vont être en permanent ajustement pour vous garder un état d'homéostasie. Et si on garde la vision Kogi et autochtone des territoires, c'est comment identifier les fonctions du territoire pour garder l'harmonie et l'équilibre du territoire, donc garder un territoire en bonne santé. Ça va sur le sens? On pourrait faire des heures là-dessus, mais c'est assez explicite, ça va. Les relations, on en a parlé, on a parlé de l'apoptose, ce phénomène de suicide des parties lorsque la qualité des relations est remise en cause. La systémie et l'intersubjectivité, il y a un conte soufi qui explique cette histoire d'un éléphant qui arrive devant un village d'aveugles. Donc, comme ils sont aveugles, ils envoient une bestiole tâter le machin, et il y en a un qui arrive sur la trompe, qui tâte la trompe et qui revient au village en disant bah, un éléphant, c'est un espèce d'énorme tuyau d'arrosage. Bon, ok. Comme c'est un peu court, j'en envoie un autre qui tombe sur la patte, puis un autre sur la queue, les oreilles, les excréments, enfin tout ce que vous voulez. Donc, chaque personne qui touche l'éléphant a une expérience à la fois réelle et à la fois partielle et subjective de l'éléphant. Et là, je vous poserai bien une autre question. Quel est le signe d'une personne, on va dire, mature, en capacité de grandir dans ce monde bizarre, lorsque vous rentrez dans une salle de réunion où il y a un groupe qui fonctionne? Quel est l'indice, quel est l'indicateur qui tout de suite va vous permettre de savoir, je vais le dire avec un clin d'œil, si ça vaut le coup de rester ou s'il vaut mieux partir en courant? Bruno, te marre pas trop, je t'entends même avec le micro coupé. Il y a un indicateur qui vous montre tout de suite, où que ce soit, dans votre famille, peu importe, vous rentrez dans ce groupe social, dans une entreprise, n'importe où, et est-ce que cet indicateur est à l'œuvre ou il n'est pas à l'œuvre? Et tout de suite, ça va vous dire, ouais, c'est un groupe humain assez mature avec lequel on peut imaginer les choses, ou c'est un groupe humain assez immature dans lequel il vaut mieux faire attention. C'est quoi? C'est intéressant à savoir quand même, non? Et vous devez tous avoir eu des expériences de réunion où on longe les murs pour essayer de ne pas se prendre une balle perdue. Si tout le monde parle en même temps. Effectivement, ce n'est pas bon signe. Et merci Martine, on sent qu'il y a de l'expérience et c'est effectivement pas terrible et ça arrive souvent que les gens parlent, se coupent la parole. On en rigole, mais c'est un peu comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Je ne suis pas forcément christique, mais le fils du charpentier aurait tenu un propos dans ce sens-là. Vu comment c'est vendu son best-seller, ce n'est pas inintéressant de jeter un coup d'œil. Moi, je dirais c'est le téléphone portable. Si tout le monde est sur son portable, c'est foutu, il n'y a pas de réunion. Alors là aussi, je vois qu'il y a une certaine expérience. Des gens qui se coupent la parole, qui ne s'écoutent pas et qui font leur message, on est très, très mal parti. Mais je cherche un autre critère, mais on est sur la bonne voie. Et en plus, si vous leur dites, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas être contents. Non, pas d'autres propositions? Bon, allez. Oui, je tente une proposition. Allez. Vas-y. Ils font la communication pour eux-mêmes, pas pour les autres. Alors, c'est-à-dire pour ne pas plaire aux autres, ce serait ça la proposition? Non, ils ont préparé je pense à une réunion, ils préparent leur discours, c'est pour eux-mêmes, pour leur ego et les autres. D'accord. Alors là aussi, je vois qu'il y a de l'expérience, on progresse dans tout ce qu'il ne faut pas faire pour une bonne réunion.
Dans la proposition que je vous ferai, vous avez affaire à des gens qui posent des questions. C'est-à-dire que des gens qui, exactement comme ce que vous venez de dire, avant de défendre leur propre point de vue, ils cherchent à se mettre à l'écoute de celui des autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont intégré qu'ils n'étaient pas tout seuls, ils ont intégré qu'ils n'étaient pas au centre du monde, ils ont intégré que c'est de la qualité du lien et du dialogue et de l'écoute entre les acteurs présents que pourra naître quelque chose. Et beaucoup de sociétés traditionnelles vous disent, en rigolant, les Tolojabales en Amérique centrale, je prononce toujours mal leur nom, on est quand même beaucoup plus intelligent à 2 cerveaux qu'à un seul, et encore plus intelligent à 4 cerveaux qu'à un seul, etc. etc. Donc ça met en lien, en évidence, le fait que par le dialogue, la qualité du lien et de l'intersubjectivité, on arrivera sans doute à de meilleures réponses. Ça va même plus loin dans certains mots de la langue Kogi ou d'autres communautés. La production de connaissances, la production du savoir intègre la nécessité du dialogue. Ce qui veut dire que quand on regarde parfois comment fonctionnent certains labos scientifiques, on voit qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Le 4, frontières et passages, on ne s'en rend pas compte, mais vous êtes, je crois, tous dans vos maisons. Si quelqu'un rentrait dans votre maison sans frapper et venait s'installer dans votre salle de bain, sans même vous dire bonjour et prendre la main dans votre baignoire, vous trouveriez ça pour le moins bizarre, voire peut-être même inquiétant. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui aurait franchi, sans vous prévenir, toutes les frontières de votre intimité. Si c'est le facteur, vous l'accueillez dans votre cuisine, si vous le connaissez bien, un petit café, puis vous signez la lettre, s'il a une lettre à vous faire signer. Si c'est des amis que vous connaissez, mais sans plus, vous les invitez à dîner et ils débarrassent, s'ils sont gentils, ils vont jusqu'à dans la cuisine. Si c'est de très bons amis, vous leur prêtez une chambre ou un canapé. Et si c'est votre conjoint ou votre conjointe, vous dormez ensemble. On voit bien qu'il y a des limites, des frontières invisibles qui sont codifiées dans le champ culturel et qu'on ne franchit pas comme ça. C'est vrai dans le champ physiologique, c'est vrai dans le champ social, c'est vrai dans le champ culturel. Et comme on ne conscientise plus ces frontières, eh bien, on rentre et on sort un peu n'importe quoi, n'importe comment, en faisant des déperditions d'énergie et en faisant beaucoup de souffrance. Il ne faut pas oublier que la vie est liée d'une frontière assez magnifique qui est la membrane de la goutte d'eau, parce que la membrane de la goutte d'eau fait une frontière entre l'intérieur, qui a une polarité positive, et l'extérieur, qui a une polarité négative, ou vice-versa, peu importe. Et vraiment, il y a une polarité énergétique qui a de l'énergie. Donc la frontière va être aussi ce qui va permettre la naissance de l'énergie. Ensuite, la mémoire et la transmission, s'il n'y a pas des gens qui s'en souviennent, qui se souviennent de tout ça, qui transmettent aux jeunes, qui transmettent dans les organisations, qui transmettent sur le territoire, eh bien, ça dépend des hommes. Et si ça dépend des hommes, quand les hommes meurent, on dit souvent que des anciens ou des sociétés comme ça qui meurent, ce sont des bibliothèques qui meurent. C'est vrai pour des bibliothèques de savoir, mais c'est aussi vrai pour des bibliothèques de connaissances et de processus. On perd tout. Donc la mémoire est fondamentale. Temps et maturité, je prends souvent l'exemple du vin. Quand vous mettez des grains de raisin dans une cuve, ça reste des grains de raisin. Et selon la vinification, selon la qualité de la cuve, du récipient, selon le talent du monsieur qui va faire le vin ou de la dame, et bien, au bout de 2 ou 3 ans, on peut avoir un très bon vin. Là, pour des humains, c'est pareil. Mettez des humains qui ne se connaissent pas ensemble dans une cour de maternelle à l'école. La première journée de rentrée, ils se regardent, ils ne savent pas, ils sont accrochés aux jupes ou aux pantalons de papa ou de maman. Voilà. Puis au fur et à mesure du temps qui passe, les liens se construisent, l'émotion gagne du terrain et le collectif se construit, comme des grains de raisin qui finissent par vinifier grâce à la température et qui vont faire le vin. Si on n'a pas à l'esprit que c'est un processus qui s'accompagne, que d'apprendre de rentrer en relation avec moi, avec l'autre, avec le monde, on peut faire aussi des dégâts. Polarité et mouvement, c'est le Tao. La polarité et le mouvement, 2 choses que je peux vous dire dessus. Je ne sais pas si vous êtes amateur d'huîtres, mais quand on prend une huître, pour ceux qui sont amateurs ou amatrices, et qu'on met un filet de citron dessus, comme l'huître est encore vivante, on voit l'huître qui se rétracte. Donc ça, c'est l'exemple d'une relation qui ne fonctionne pas. Et on a tous vécu des relations qui génèrent chez nous plutôt de la rétractation, genre le monsieur qui va s'installer dans votre baignoire, là, que de l'ouverture et de l'épanouissement. Et bienvenue, faites comme chez vous, je vous amène le shampoing. Donc, on peut aller dans une nature de relation de rétraction, et évidemment, on peut aller dans une nature de relation de confiance, ce que j'appelle de copulation cosmique, c'est-à-dire de co-création. Mais les 2 voies sont possibles. Comment va-t-on privilégier la voie de la co-création et tenter de laisser de côté la voie de l'huître et du filet de citron? C'est un des enjeux clés de toute personne qui souhaiterait accompagner une dynamique
nature society ou de choix du vivant. Donc, ça peut être dilatation, rétraction. Et la deuxième chose, c'est que la polarité va créer l'énergie. Pourquoi? Parce que si quelque chose d'inconnu s'approche de vous, ça va tout de suite vous mettre en légère tension de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Reprenez l'exemple du monsieur qui rentre s'installer dans votre baignoire. Oh là 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 là, incertitude, émotion qui se passe. L'émotion est génératrice d'une forme d'énergie. L'incertitude, l'inconnu vous met en tension de présence. S'il n'y a plus le 2, s'il n'y a plus l'incertitude, vous perdez toute l'énergie de la créativité et de l'évolution. Donc, quand on regarde comment fonctionnent les kogis, ce principe du 2 qui crée de l'énergie, et dans pas mal de sociétés traditionnelles, et dans l'hindouisme, et dans le soufisme, est décliné à plein de points organisationnels et fonctionnels. Ce serait un peu compliqué de rentrer dans le détail de comment on l'incarne, mais je vous ai donné juste cet exemple de l'huître et du citron quand c'est négatif, ou de la création quand c'est positif. Information et adaptation, dans le corps humain, il y a 6 voies d'information cellulaire, selon que les cellules sont côte à côte, selon qu'elles sont à 2 opposés du corps humain, selon qu'elles sont en alternance de rythme. Voilà. Si on n'a pas la bonne information au bon moment, le bon feedback d'information, on ne peut pas fonctionner. J'ai gardé le meilleur pour la fin, espace vide et de créativité, la fécondation. S'il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de créativité. S'il n'y a pas d'espace féminin, il n'y a pas de possible qui peuvent advenir et émerger. Et dans une époque comme la nôtre, où on l'a vu, les modèles dominants, 1, ne sont plus opératifs, 2, n'apportent plus de réponse sur les enjeux de notre temps, nous avons plus que jamais besoin de ces espaces féminins pour laisser advenir les réponses, les discours, les récits qui pourront recréer de l'enthousiasme, en tout cas redonner de l'horizon en général et aux jeunes générations en particulier. Voilà. 2 petits mots sur le fait que quand ils sont venus en France faire ce diagnostic croisé, les kogis sont partis visiter la Drôme, le département de la Drôme, où je les avais invités, avec cette question, promenez-vous dans la Drôme et faites-nous un diagnostic de santé territoriale de la Drôme. Donc, ils sont partis dans les montagnes. Et les scientifiques sont partis dans les archives du département, chercher des cartes, des photos aériennes, c'était rigolo. Et puis, on s'est tous retrouvés pour échanger. Et là aussi, sans rentrer trop dans le détail, on a identifié 6 champs de travail, des champs de bon sens. Les kogis nous ont pointé des éléments de la nature de la Drôme, un écosystème qu'ils ne connaissent pas du tout, que nous ne voyons plus. C'est quand même déroutant, c'est du bon sens de chez bon sens, il n'y a pas plus con. Et eux nous pointent ça en disant, mais pourquoi vous faites ça? Et nous, scientifiques, y compris paysans, on ne le voit plus. Ça, c'est déroutant. Ça. Il y a eu tout un champ de savoir, c'est-à-dire que, par exemple, la Drôme est couverte de pins d'Autriche, ce sont comme le nom l'indique, des arbres qui viennent d'Autriche, donc des arbres non autochtones. Nous, on le sait, quand on a fait des études de géographie, les naturalistes le savaient, et le pin d'Autriche a des conséquences catastrophiques sur les sols du Diois et de la Drôme. Ça acidifie les sols, ça assombrit les forêts, ça fait que certains types de papillons ne peuvent plus survivre dans des espaces forestiers trop sombres. Les espaces d'aiguilles ralentissent le ralentissement. La Drôme n'a plus de limon dans son cours, donc la Drôme s'enfonce, donc les rives de la Drôme s'écroulent. Voilà, il y a toute une réaction en chaîne de ces arbres qui ont été plantés à partir de 1860. Et nous, on le sait parce qu'on les a étudiés, ces arbres. Les kogis débarquent, regardent ces arbres et disent « ce sont des arbres égoïstes » et nous racontent pourquoi. Et globalement, ils nous racontent ce que je viens de vous dire. Pas tout à fait dans les mêmes termes de vocabulaire, mais c'est ça. Donc, on voit qu'il y a d'autres manières d'accéder au savoir qui sont tout à fait pertinentes au regard de nos propres savoirs. Après, il y a le champ de la connaissance qui passe par le corps, par le symbole, par la relation, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, les kogis nous ont dit des trucs sur notre territoire. On est resté comme 2 ronds-flancs. On est incapable de répondre. Alors là, il y a deux comportements possibles. Soit on dit « Oh, 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 les pauvres garçons, les pauvres filles, et tout ça, c'est n'importe quoi ». Mais alors, s'ils ont eu raison sur les 3 premiers champs, il n'y a pas de raison que sur le 4e ou le 3e, ils soient bourrés la gueule et disent n'importe quoi. Et la deuxième réponse possible, c'est faire œuvre de science, comme disait Aristote. Le premier pas de la science, c'est l'étonnement. Mais comment vous savez ça, quoi? Quitte à faire une hypothèse et se rendre compte qu'ils ont peut-être effectivement abusé du cognac, j'en sais rien. Il ne faut pas s'interdire aussi cette hypothèse. Mais il ne faut pas s'interdire de se dire qu'ils savent peut-être des choses qu'on ignore. L'avant-dernier registre, c'est la posture. Aucun des chamans venus en France pour ce travail n'a quelque chose à vendre. Ils n'ont pas d'article à publier, ils n'ont pas de salaire à défendre, ils n'ont pas de bourse à obtenir, ils n'ont pas d'émission de télé à préparer. Donc, ils ont une parole gratuite. Alors,
y compris en termes d'ego. Ce n'était que des chamans. Je ne parlerai pas de tous les autres membres de la communauté, mais pour les chamans, en tout cas ceux-là, oui. Donc une parole gratuite dans l'époque qui est la nôtre, rien que ça, indépendamment du contenu, je trouve ça intéressant à écouter. Et enfin, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, personne ne sait comment la vie est arrivée sur Terre. On a 6 théories qui se battent en duel, dont une qui s'appelle la panspermie, c'est-à-dire des éléments extraterrestres, je ne sais pas quoi, comètes seraient arrivés sur la Terre, fécondes et auraient créé la vie. Donc, à partir du moment où on n'en sait rien, pourquoi pas écouter la 7e hypothèse que proposent les Kogi, on y trouvera peut-être des choses intéressantes. En fait, il y a derrière ça, aura-t-on l'audace du dialogue? Et les Kogi nous disent souvent, avec tout ce que vous savez, avec tout ce que nous savons, si nous avions l'audace du dialogue, nous pourrions résoudre de nombreuses difficultés. Voilà. Et c'est la phrase de cette femme qui a subi toutes les avanies qu'une femme autochtone peut subir dans certaines parties du globe. Quand des êtres vivants se parlent et se rencontrent avec respect et humilité, cela me remplit de joie. Voilà. Petite information sur les chamans qui ont une formation chez les Kogi de 18 ans qui se passe dans l'obscurité totale. C'est le prolongement de ce que les enfants reçoivent dans le ventre de la mère. Donc, ils passent de 9 mois dans le ventre de la maman à 18 ans dans le ventre de la mère terre, non pas pour apprendre un savoir, mais pour recevoir une connaissance. Donc, ce serait long de vous expliquer comment ça marche et sur quoi ça ouvre. Mais ce sont essentiellement ces personnages qui portent les quelques éléments que je vous ai partagés. Et je termine par ça, parce que c'est une phrase qui a un sens politique pour moi, évidemment, et je n'oublie pas qu'on est à l'Institut d'études politiques de Rennes. Alors, je vais essayer de la lire, parce qu'il y a un truc qui cache la phrase. En fait, cette phrase, elle a été prononcée par Maurice Faure, qui était le ministre français des Affaires étrangères, qui aurait signé le traité de Rome en 1957, au nom de l'État français. Donc, traité de Rome, c'est la naissance de l'Europe à 6, pour faire court. Alors, je parle de la naissance de l'Europe, je ne parle pas forcément de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est autre chose. Et un journaliste du Monde lui demandait, Maurice, toi ou vous qui avez participé à la naissance de ce truc, quel conseil vous nous donneriez à nous qui pataugeons déjà en 2007 à 23 ou 24, je ne me rappelle plus. Et voilà sa réponse, plus que le traité, c'est la façon dont nous avons travaillé ensemble qui pourrait servir d'exemple ou d'inspiration. Et si je vous le dis à ma manière, parce que je n'arrive pas à lire tout le texte, mais vous pouvez le lire, tous ministres qu'ils étaient, ils se réunissaient pendant plusieurs semaines, une journée entière, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à tisser des liens personnels, pour dépasser les croyances et les égos, pour transcender les positions nationales et pour avoir le temps de créer cette matrice, quelque part, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est capable de produire toutes les réponses dont le processus a besoin. C'est-à-dire que personne n'arrivait avec une idée préconçue de ce qu'il voulait vendre aux autres ou avec une idée de l'éléphant en disant c'est ça la bonne vision et je vais te l'imposer, etc. Et chacun défendant sa vision de l'éléphant. C'est au contraire le chemin, le processus qui a produit le résultat et c'est en cela qu'il était imprévisible. Écoutez bien ça, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui et à mon avis, c'est cela dont sont porteurs ce genre de société, en tout cas celle que je connais un peu moins mal. C'était imprévisible, c'est-à-dire des gens qui acceptaient de se réunir sans savoir le résultat qu'ils avaient trouvé. Personne ne peut savoir de quoi demain sera fait aujourd'hui, mais ensemble, nous pouvons imaginer des pistes, des traces, des possibles pour rendre ce demain acceptable, ou si ce n'est acceptable, qui donne de la perspective. Et regardez la dernière phrase. Quand on ouvre des espaces où des humains peuvent échanger sur comment ils voient le futur ou comment ils vont résoudre les enjeux auxquels ils sont confrontés, c'était formidablement porteur de confiance et d'espoir. J'ai toujours vu les Kogi et quelques autres communautés avec lesquelles j'ai travaillé confrontés à des milliers de difficultés, comme n'importe quelle société humaine, se réunir, rechercher dans leur mémoire quelles références ils pouvaient interpeller pour avoir quand même des éléments de réponse et imaginer ensemble, en respectant les principes du vivant, quelles réponses ils allaient pouvoir porter. Un peu d'espoir dans le regard de ce petit garçon, une photo prise il y a quelques années dans la Sierra. Merci de votre écoute. Voilà, voilà. Merci beaucoup, bravo. C'est vous qui animez. Est-ce qu'on peut voir la réaction des étudiants dans la salle parce qu'on ne vous voit pas? Oui, tout à fait. Je voulais aussi vous remercier pour votre intervention que je pense qu'on a trouvé vraiment très intéressante et
et vivante avec de nombreuses anecdotes et aussi des idées qui nous donnent à réfléchir. Donc, je vais tourner l'écran pour montrer l'émission d'Anna. Voilà, merci. Ça va, si vous n'êtes pas endormi, ça va? Superbe. On peut peut-être procéder maintenant à un temps d'échange. Nous, on doit quitter les lieux de l'école pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, mais après la discussion peut bien sûr se poursuivre en ligne, mais on peut lancer ces temps d'échange si ça convient à tout le monde. Moi, je vais devoir vous quitter parce que je reçois un professeur et il m'attend dans 10 minutes. Je vais vous nommer animatrice, Maud, ou sinon j'arrête l'enregistrement là. C'est comme vous voulez. Et puis, je vous nomme animateur. Je laisse le floor. À bientôt. Au revoir. Merci, Émilie.